Eh bien ça y est, on entre dans le vif du sujet de la mécanique quantique. Et pour ce premier épisode, on va se situer aux alentours des années 1900. Face à une assemblée de physiciens, un certain Lord Kelvin dresse un constat de la physique, et en gros, pour lui, il ne reste que 2 petits nuages à résoudre, et la physique, finalement, dans les années qui vont arriver, ce sera juste régler quelques détails, faire des mesures plus précises, mais en somme, on a tout compris sur tout. Voilà, rien de plus. Eh ben, il s'est méchamment planté, le vieux, hein. Et on vous explique pourquoi juste après. Allez, c'est parti. Nous allons aborder le préambule à la mécanique quantique et dresser très rapidement et très succinctement un état de la physique en cette année 1900. Comme je le disais en intro, en avril 1900, Lord Kelvin s'écrit devant l'Assemblée « La connaissance en physique est semblable à un grand ciel bleu, à l'horizon duquel subsistent seulement 2 petits nuages. » Le travail du physicien ne consistera qu'à faire des mesures et des prédictions de plus en plus précises. C'est un constat qui est quand même relativement navrant pour un physicien à l'époque, et décrivons un petit peu quelle est cette physique à l'époque. Tout d'abord, la description du mouvement. Alors ça, c'est clair qu'on maîtrise depuis Newton. Par exemple, le mouvement des planètes dans le système solaire est extrêmement bien connu depuis Galilée, Kepler et Newton, et je ne vais pas faire de vidéo là-dessus. Par contre, il y a une prédiction de l'existence d'une planète qui est faite par les calculs en 1846. Oui, on prédit l'existence de la planète qui s'appellera plus tard Neptune. Et on mettra 1 an pour la trouver. Alors, comment a-t-on pu prédire cela? Tout d'abord, nous avons ici le Soleil et Uranus, avec la trajectoire d'Uranus. Or, la trajectoire n'est pas tout à fait comme ceci, parce qu'en réalité, Jupiter, oui, la planète Jupiter, la plus massive, a une influence sur la trajectoire d'Uranus. Il se trouve qu'il y a des perturbations qui sont introduites dans l'orbite elliptique d'Uranus et qui sont complètement mesurables. Lorsque Urbain Le Verrier fait ses calculs en 1846, en incluant les perturbations gravitationnelles provoquées par Jupiter sur Uranus, on n'obtient pas de trajectoire complètement elliptique. Il reste un semblant de mouvement sinusoïdal. Et en fait, à l'époque, ce qui va se passer, c'est qu'on se dit il doit exister une planète soit relativement proche, soit très grosse, mais éloignée du Soleil parce qu'on ne l'a pas vue, qui perturbe. On essaye donc d'introduire cette planète avec comme inconnu la masse et la distance au Soleil, et en fait, si on a une planète qui se trouve à telle distance et avec telle masse, on arrive à reproduire complètement le mouvement d'Uranus. Et donc, on a l'hypothèse de l'existence d'une planète qui, l'année même, sera découverte et que l'on baptisera plus tard Neptune. Donc, à cette époque, on prédit l'existence d'une planète grâce aux écarts par rapport à la théorie prédite par Newton. Donc, la description du mouvement, on connaît, on en a une confiance extrême. Un autre pan du savoir à l'époque, c'est la thermodynamique. La thermodynamique, j'en ai très brièvement parlé il y a quelques temps de cela avec Pokémon, et j'y reviendrai plus tard dans le futur, mais la thermodynamique, c'est un petit peu la science des moteurs à l'époque, et de l'optimisation des machines thermiques. Donc en fait, pour faire très simple, la thermodynamique, c'est d'abord des échanges de chaleur. Ensuite, on obtient la loi des gaz. Sans savoir que ces gaz sont composés de molécules, on arrive à comprendre ce qui se passe en fonction de la pression, du volume, de la température, de la quantité de matière, etc. Et on arrive à optimiser ce que l'on appelle les machines thermiques, qui comportent des sources chaudes, des sources froides, avec des échanges de chaleur entre. Et enfin, cette thermodynamique accompagne la révolution
industrielle avec des moteurs et des cycles de type cycle de Carnot, et là aussi je vous en parlerai plus tard. Mais en gros, la thermodynamique, c'est un truc qu'on maîtrise complètement à l'époque. Il reste autre chose, il reste l'unification des phénomènes électriques et magnétiques. Tout d'abord, vers 1820, un certain Ørsted va s'apercevoir qu'en faisant circuler une boucle de courant autour d'une boussole, il serait capable de dévier la boussole, ce qui montrera qu'une circulation de charge peut induire un certain magnétisme, puisque la boussole est déviée. Dans l'autre sens, Ampère, qui rassemblera dans un ouvrage en 1827 ses écrits, va s'apercevoir que l'effet inverse peut exister. Et Maxwell, en 1865, va réussir à unifier les phénomènes électriques et magnétiques en une seule et même théorie. Hertz va ensuite pouvoir parler de son dipôle oscillant et avoir la propagation d'ondes électromagnétiques et mettre ça en application. Nous utilisons aujourd'hui tout ceci pour communiquer à distance. Donc ça aussi, à l'époque, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Pour aller plus loin, on est capable pour la première fois dans les années 1850 de mesurer sur Terre, en l'absence d'utilisation de phénomènes astronomiques, donc dans les laboratoires sur Terre, on peut mesurer la vitesse de la lumière. Et on tombe sur quelque chose qui est très proche de 300 000 km par seconde, et la théorie de Maxwell donnera quasiment la même valeur. Donc on a un accord qui est parfait entre la théorie et l'expérience. C'est formidable, on croit qu'on a à peu près tout compris. Sauf que il y a ces deux petits nuages de la physique. Un premier nuage concerne ce qui donnera naissance à la relativité restreinte, puis la relativité générale, et on en parlera dans un autre épisode qui ne concerne pas la mécanique quantique. Ce sera un épisode à part, plus complet, plus tard. Le deuxième nuage, c'est en fait à cause de l'optimisation d'ampoules que ce nuage apparaît. Les besoins de l'industrie à l'époque où l'électricité était maîtrisée se portaient sur l'optimisation des ampoules, c'est-à-dire que l'on voulait éclairer mieux à bas coût. Planck, qui était un thermodynamicien, s'est en fait chargé de ce problème et a voulu essayer d'optimiser ces ampoules. Donc le Graal pour lui, c'était de reproduire un spectre. Donc qu'est-ce que c'est qu'un spectre? C'est une intensité en fonction d'une couleur, d'une longueur d'onde, telle qu'on le représente ici. On fait une mesure à une longueur d'onde, on a une intensité, et puis là ça augmente, et ensuite ça diminue. Donc typiquement, une ampoule donne ce genre de spectre. On appelle cela le spectre du corps noir. C'est un corps noir. Pourquoi le corps noir? Parce que c'est un corps qui va émettre de cette façon, mais qui va absorber de façon absolument égale tout le rayonnement électromagnétique. C'est pour ça qu'il est noir, hein, il absorbe tout, il ne réfléchit à rien. Et il réémet sous cette forme-là. Les différentes questions que l'on se pose, c'est lorsque l'on augmente sa température de surface, qu'est-ce qu'il se passe? Dans ce cas-là, il y a un décalage, donc on observe tout ça expérimentalement. Mais à l'époque, ce que l'on voulait, c'est essayer de reproduire mathématiquement cette distribution en énergie. Le problème, c'est que personne n'y arrive. Et en fait, on n'y arrive tellement pas que la partie plus grande longueur d'onde ou la partie plus petite longueur d'onde sont à peu près bien décrites par des lois à l'époque. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez trouver ces lois. Mais au centre, on a ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Ça diverge complètement. Aucun des deux modèles ne permet d'expliquer ce maximum au centre. C'est là un gros problème, et Planck va se casser les dents. Mais il va réussir à un moment donné, avec ce qui sera comme une astuce mathématique, avant qu'il ne comprenne véritablement la profondeur de ce qu'il vient d'écrire, il vient d'écrire que E est en fait proportionnel à une certaine quantité qui dépend de la longueur d'onde, et cette constante de proportionnalité fait intervenir une constante arbitraire, qui s'appellera après la constante de Planck. Et en fait, grâce à ça, il va réussir à obtenir la forme exacte de cette distribution en énergie, et cela commencera à donner des choses fort intéressantes.
à peu près à la même époque, 5 ans plus tard en fait, l'effet photoélectrique sera expliqué par Einstein sur la base de cette découverte. C'est-à-dire que Einstein va pouvoir expliquer l'effet photoélectrique. Donc l'effet photoélectrique, je rappelle, on éclaire une surface métallique avec un rayonnement monochromatique, une couleur, et on essaye d'arracher des électrons. Et cet effet photoélectrique, on montre que quand on est dans le rouge, par exemple, on a beau augmenter le nombre de photons, on n'arrache pas d'électrons. Alors que lorsque l'on est dans des longueurs d'onde plutôt dans le violet, bleu-violet, on arrive à arracher des électrons. Et bien ça peut s'expliquer. Si le comportement de la lumière n'est pas ondulatoire, mais est un comportement de type particulaire. Pas exactement des particules, mais des paquets d'énergie bien discrets qui s'échangent avec le métal pour arracher ces électrons. Et donc ça, c'est le début, en fait, véritablement, de ce que l'on appellera plus tard la mécanique quantique. La lumière s'échange par paquets d'énergie, et pas uniquement comme des ondes, comme le pensait Maxwell. Cela dépend du type d'expérience. Et c'est là que l'on s'aperçoit que Lord Kelvin a fait une erreur énorme. En réalité, les deux petits nuages qui subsistaient ne sont pas deux petits nuages. Il s'agit en fait des deux plus grandes ouvertures de la physique moderne, à savoir la relativité et la mécanique quantique. Mais ça, nous en parlerons dans un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement de partager si ça vous plaît vraiment. Le but étant de faire connaître la chaîne à ceux qui en auraient besoin, voilà. On essaie sans complexe d'aborder des problèmes complexes. Et je ne ferai pas d'autres rimes du même genre. Allez, surtout n'oubliez pas de rester critique. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Pas terrible, hein? Si? Bon. Eh bien, il est dans la trajectoire des particules. Et on le voit juste après, et je ne ferai pas de rime en hule. Remarque, des rimes en hule avec tentacules et octopus, c'est faisable. Mais je vais pas la faire parce que c'est pas le but. Alors, allez, on arrête. On passe à la suite. On enchaîne.